Bonjour à tous, salut les communautés, on est ravis de vous accueillir ou de vous réaccueillir. On s'est quitté mercredi en fin de journée après une session de table ronde de dingue, n'est-ce pas Anna? Très qualitatif, c'est le moins qu'on puisse dire. On est ravis de vous retrouver, le collectif Women and Girls in Tech à Vivatech en collaboration avec Women in Games France pour une table de zinzin sur le thème du e-sport. Avec des invités de qualité que l'on va vous présenter dans 2 minutes, Pauline, Nicolas et Alec. Anna? Écoute, je laisse l'honneur à nos invités de se présenter, mais avant tout, moi c'est Anna Bressan, secrétaire de l'association Women in Games France. Et merci pour cette collaboration et laissons place à cette dernière table ronde à Vivatech. Alec, la parole. Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis dans le jeu vidéo depuis 10 ans à peu près et je suis l'ancien responsable d'eSpot Paris dans l'événementiel. Et aujourd'hui, je suis en freelance et je travaille avec un peu tout le monde dans le milieu du jeu vidéo. J'organise des événements. Je suis le meilleur ami de ton influenceur préféré. Il me semble que tu as un titre dans l'univers, Alec. Un titre ? Bah oui, tu es talent manager. Ah oui, je suis talent mangeur. Je tiens à dire que ça a été rectifié, mais vous saurez sur les réseaux sociaux. Effectivement, malheureusement, il y a eu un petit mot qui a été mangé, une petite lettre manquante dans le titre d'Alec. Ensuite, honneur aux dames, Pauline. Eh bien, moi, c'est Pauline Pubaro. Je suis aussi depuis un moment dans l'e-sport, d'abord en tant que joueuse, puis en tant que coach. Et puis maintenant, je suis chef de projet dans l'e-sport. Et également, je fais du consulting en marketing auprès des entreprises qui veulent faire des projets en lien avec le gaming, mais des projets inclusifs. Parce que je suis aussi une féministe engagée chez Women in Games depuis 5 ans maintenant. Et donc, j'ai participé à pas mal de projets, d'initiatives on évoquera ça tout à l'heure. Je me permets, pardon Pauline, tu es chef de projet, tu es à ton compte? Oui, je suis en freelance. Que le message soit clair, elle est saisissable. Et puis moi c'est Nicolas Bezombe, je suis enseignant-chercheur en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, plutôt dans le champ des sciences sociales appliquées au sport. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, mon objet de recherche principal c'est l'e-sport. Et je suis donc maître de conférence à l'université Paris-Cité. Voilà. Top, top, top. Vu qu'on a un beau panel, mais qu'est-ce qu'on va se raconter du coup, Anna, finalement, l'e-sport? Comme c'est une table ronde sur l'e-sport, effectivement, on a quand même quelqu'un qui a connu les balbutiements de l'e-sport, j'ai envie de dire, Alec, parce que tu ne nous as pas tout dit sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais revenir dessus et surtout, peut-être nous expliquer déjà qu'est-ce que tu as fait et à cette époque-là, est-ce que tu étais autodidacte? Est-ce qu'il y avait des ressources? Finalement, comment as-tu fait ton petit chemin? Alors, pour faire simple, j'avais 16 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et il y avait un événement qui s'appelle le Micromania Game Show, qui n'existe plus aujourd'hui. Et en gros, il y avait 20 tournois de jeux vidéo pendant plusieurs jours, c'était 3 jours je crois. Et sur les 20 tournois, j'en ai gagné 18. Donc c'était des jeux aléatoires. Il y avait du Call of, comme du Tony Hawk, comme des jeux de voiture. Les seuls jeux que j'ai pas fait, c'est les jeux de foot, PES et FIFA, parce que j'aime pas le foot. Et j'ai été repéré par Micromania. Et j'ai été la deuxième personne en France à gagner ma vie grâce aux jeux vidéo en étant joueur pro sur le jeu Gears of War 1. Le premier c'est Elki pour ceux qui connaissent sur Starcraft Brood War. Et suite à ça, une aventure de 5 ans où j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai monté ma team, donc on m'a demandé de sélectionner des personnes qui m'ont suivi dans l'aventure. Et on a gagné tous les titres possibles et imaginaux sur Gears of War 1. Et on avait une gaming house à Londres. On n'était pas du tout encadré parce qu'on était jeunes, donc personne parle anglais. Donc imaginez des jeunes qui parlent pas anglais à Londres, on sait pas ce qu'on fout là. On mange mal en plus et on joue. En fait, on était pour faire un peu le mec, mais on était les meilleurs dans Gears of War. On n'a jamais été battus, donc on s'entraînait pas trop et on gagnait quand même. Donc ouais, c'était quelque chose de l'encadrement zéro, pas de manager. Un bon salaire, on était tous à peu près à 2500 € net, qui pour l'époque était monstrueux, vraiment monstrueux, parce qu'aujourd'hui les salaires, ça n'a plus rien à voir, c'est vachement plus, mais ouais, c'était quelque chose. Ouais.
Pardon, c'était pas forcément l'objet, mais tu parlais salaire, tu dis aujourd'hui c'est vachement plus. Tu pourrais nous donner une petite fourchette un peu ou quelques idées sans nommer personne, mais qu'on se figure? La personne la plus chère payée au monde est un joueur de League of Legends. Ils connaîtront, je pense, les gens. Il est à 500 000 par mois. C'est le joueur le plus connu du monde, donc pas besoin d'aller plus loin sur ça. Et sinon, les fourchettes, ça va entre 800 et moi j'en connais un qui est à 120 000 aujourd'hui. Mais on parle aussi du top. Mais ça va de 800 € à 120 000 à peu près. On est encore loin des rémunérations des footballeurs, mais on constate du coup en une bonne vingtaine d'années un gap de ouf, quoi. Ça a scalé sérieusement. Et pour continuer un peu le parcours, donc on gagnait tout. Ça c'est la base. On gagne tout, on gagne tous les championnats du monde, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas aimé du public. Parce qu'on arrive, c'est bonjour, on gagne, au revoir. On parle pas, on fait pas d'interview parce qu'on parle pas anglais aussi, on est nuls. Donc quand il venait nous parler, on était en mode gougou gaga, good luck have fun et puis pas plus. Et en fait, Micromania me demande, parce que j'étais le capitaine de l'équipe, me demande est-ce que vous pouvez vous faire aimer du public. Je rappelle, on est jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu les kékés, quoi. Le terme troller n'existait pas réellement encore à l'époque. Et du coup, on s'est qualifié à une compétition qui était la MLG Dallas. Et du coup, Gears of War, c'est un jeu qui se joue à 4. Et on décide d'y aller à 2. Donc on demande à MLG si c'est possible. Ils nous disent oui, vous allez perdre. Micromania ne veulent pas, mais on y va quand même à 2. Et je vous le donne en 1000, nous avons gagné la compétition. À l'époque, c'était pas trop rediffusé parce que Twitch n'existait pas. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas trop rediffusées. Donc on avait du public sur place. Le public nous aimait. C'est sûr qu'il nous aimait, le public. Parce qu'on a beaucoup trollé, justement, quand les joueurs en face voulaient nous tuer. Gears of War, c'est un jeu qui a beaucoup de charisme. Donc on pouvait marcher comme ça. On se fait tirer dessus. On esquive au dernier moment. Ou moi, je me levais, je leur disais comment ils allaient mourir. Ou je buvais du coca en même temps que jouer. Ce genre de choses. Et ils n'ont pas du tout apprécié, les Américains, pas du tout. Et du coup, quand on a gagné, il y avait 40 000 € à gagner à l'époque, c'était vraiment énorme. Et du coup, toutes les teams US se sont liguées contre nous. Il y a une genre de mini manif au moment de la remise des prix. Et nous avons été bannis de toutes les ligues possibles et imaginables, donc MLG, ESL et tout ce qui s'ensuit. J'ai même été banni de Microsoft par rapport à ça. Et mon contrat s'est arrêté quelques mois après ça. Dans tous les cas, il s'est arrêté après parce qu'il y avait Gears of War 2 qui sortait et moi je voulais pas renouveler parce que j'aimais pas du tout le 2. Mais le contrat s'est arrêté après ça. Et du coup, ma carrière de joueur e-sport s'est totalement arrêtée après ça. Voilà. Et je travaille après pour d'autres gens. Si vous avez des questions. Beaucoup de questions parce que oui, alors déjà tu as évoqué Micromania. Grand acteur à cette époque ou le seul peut-être? J'étais le seul. J'ai été le premier et le dernier joueur à être chez Micromania. Ah d'accord. C'est une info importante à relever tout de même. Oui. Et alors du coup ce changement de... Comment tu es revenu, tu es resté finalement dans le domaine de l'e-sport, mais surtout comment tu as opéré finalement cette reconversion professionnelle en sachant que ça t'avait pris du temps donc, d'aller à tous ces tournois. Est-ce que c'était du temps sur ton temps étudiant ou est-ce que c'était du plein temps? Comment ça s'était organisé tous ces voyages? Ma mère voulait pas, comme beaucoup à l'époque. Ouais. Quand je lui ai dit que j'ai gagné 2500, elle a dit go mon fils. Elle n'a pas réfléchi parce qu'on n'est pas une famille très aisée de base, donc elle était très contente pour moi. Et il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais en parallèle, j'étais aussi semi-pro en roller, en sport extrême. Et du coup, je cumulais 2 sponsors, donc 2 vies vraiment différentes. Et quand j'allais dans une ville, mes 2 sponsors se coordonnaient pour que j'y aille, mais qu'en même temps, il y a aussi une compète de sport extrême que j'aille la faire. Donc en gros, je cumulais les deux. La journée, je jouais, le soir, je ridais, le soir, je jouais. Et pendant la compétition, exemple MLG Dallas, j'ai laissé mon mate tout seul pendant les trainings. Moi, j'allais faire mes qualifs roller. Je revenais souvent en sang, avec les genoux qui collent, des choses comme ça, parce que j'étais tombé. Et pas le temps de se changer, je faisais ma game, on gagnait, et hop, je repartais faire ma session de roller. Donc, je faisais ça. Quand j'ai été banni,
J'avais toujours un pied dans le jeu vidéo et j'ai un talent, on va dire, j'ai une facilité dans le jeu vidéo où je suis bon de manière générale dans un peu tout. Et Nintendo m'a repéré, pas Nintendo France, Nintendo Japon. Et j'ai travaillé en tant que testeur animateur pour eux pendant 2 ans. Donc je me déplaçais dans des salons et pour vous donner un exemple, quand il y avait des jeux comme Mario, je jouais à Mario ou à Smash ou à Zelda, ce que vous voulez, devant des potentiels investisseurs de Nintendo pendant que quelqu'un parlait au micro et expliquait un peu ce que je faisais. Et moi je faisais du jeu contemplatif pour l'investisseur ou juste les partenaires ou ce genre de choses, quoi. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer quelques-uns de tes clients? Est-ce qu'il y a une revanche quelque part? Je travaille plus avec Nintendo aujourd'hui, mais j'ai bossé beaucoup avec Sony et Microsoft, qui Microsoft m'a banni, je rappelle. Mais après, en vrai, ils m'ont unban assez rapidement parce que je m'entendais déjà avec eux. Et c'était injuste que je sois banni du Xbox Live, parce que c'est sur la 360, alors que j'avais juste taquiné méchamment des Américains, quoi. Donc non, il n'y a pas de vraie revanche parce que aujourd'hui je crée des événements en tant que passionné pour des passionnés. Donc j'ai un regard différent de juste créer des événements pour penser à l'argent ou ce genre de choses, quoi. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu veux rebondir, Bénédicte? Oui, tu as utilisé un terme que je trouve fort. Tu as dit j'ai été banni. Donc tu parles de bannissement. C'est hyper intéressant parce que on parle d'un rapport plaisir qui était un rapport professionnel. Et en général, se faire bannir au travail, c'est pas forcément le sujet. C'est un autre terme. On se fait licencier, on se fait virer. J'en reviens à la dimension de professionnalisation, en fait, finalement un peu du e-sport. Comment vois-tu les choses? Ton taux de pénétration il y a 15 ans, du coup tu t'es fait bannir. Aujourd'hui, comment ça se cause? Comment ça se game, tout ça? Comment ça se joue? On a des contrats, c'est écrit, c'est carré, on ne se fait pas bannir. Du coup, il y a un licenciement. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on peut toujours se faire bannir, malheureusement. Ouais. Parce que, alors, c'était pas encadré à l'époque. Et 15 ans après, c'est un petit peu plus encadré, mais vraiment pas de fou, on va pas se mentir. Je vais donner des exemples, pas de personnes ou quoi, mais exemple bête, t'es dans une équipe e-sport, t'es pro, mais d'un coup sur Twitter, le fameux Twitter, il y a quelqu'un qui dit ouais, Jean-José, il a envoyé un message à Micheline qui a 16 ans. Et la team e-sport, même si tu as un contrat avec eux de 3 ans, tu es banni instantanément de la team, mais aussi du circuit. Encore heureux. Il n'y a pas vraiment de... Oui, mais heureusement quelque part, parce que... Non, bien sûr. Non, mais je vais donner un exemple qui est fort. Mais c'est pour dire que, en fait, tu insultes des gens, tu te fais moins bannir parce que le troll aujourd'hui est limite encouragé dans le milieu. Mais le moindre petit écart, même si tu as un contrat de plusieurs années, ça se finit du jour au lendemain. Pauline, parfaite transition. Est-ce que tu peux nous parler de l'industrie actuelle et de ton expérience surtout? Du coup, moi, j'ai plus le regard organisateur puisque je me suis occupée des tournois officiels justement et on a eu ces questions de bannissement à traiter. Effectivement, on a les éditeurs qui sont les seuls maîtres à bord de ce qu'on fait de leurs jeux vidéo. Quand on organise des événements pour les joueurs e-sport, entre autres, ils ont effectivement des contrats avec leur structure, mais ce n'est pas un contrat en tripartite avec les éditeurs. Et donc, effectivement, si le joueur a un comportement qui est inadapté par rapport au règlement de l'éditeur, que ce soit en 2006 à l'époque d'Alec ou maintenant, les conduites sont même effectivement plus strictes maintenant parce que les réseaux sociaux ont amplifié la résonance de certaines choses. Il y a quelques années, on pouvait avoir, et on a malheureusement encore des scènes qui étaient très misogynes ou très racistes. Il n'y avait pas spécialement de sanctions. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que, effectivement, Jean-Michel peut dénoncer Marcel qui a un comportement pas OK, et donc ça a une incidence directe. Aujourd'hui, un joueur tel que l'a connu Alec, c'est plus du tout la même place. Aujourd'hui, un joueur, il faut qu'il soit performant, mais il est aussi l'image de marque de la structure. Les scènes e-sport, c'est l'image du jeu vidéo. C'est simplement un événement marketing pour les éditeurs, comment valoriser le jeu et ainsi de suite. Donc oui, il y a eu une grande évolution entre la période de 2006 et maintenant.
Je ne dirais pas que les sanctions sont plus rudes. Je pense effectivement qu'il y a des sanctions qui ont été mises en place. Les choses évoluent. En ce qui concerne les femmes, on pourra en parler pendant des heures parce que le chemin est encore compliqué. Mais les choses évoluent. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler peut-être des jeux qui pour l'instant sont plus mis sur le devant de la scène, sur la scène compétitive ? Alors, il y a quand même des jeux historiques qui étaient déjà présents, comme tu disais tout à l'heure, comme League of Legends ou CSGO, qui sont les 2 grands jeux e-sport historiques en France. Aujourd'hui, on a des jeux type Rocket League, FIFA, qui ont pris de l'ampleur, mais ça s'appelle plus FIFA, je cherche le nom depuis tout à l'heure. Comment ? FC24. C'est ça. Donc des jeux de foot. On a également les jeux de tir de type Valorant, qui est très récent, il a 4 ans, mais en termes de viewership et d'investissement, même auprès des structures, il a rattrapé ses grands frères un peu à l'ancienne, comme CSGO. Donc oui, on a des anciens jeux qui fonctionnent très très bien, qui ont ouvert la voie en fait aux nouveaux jeux. On a un nouveau public aussi, on a plus de joueurs, on a une autre façon de consommer. Avant, on achetait un jeu qui était terminé, on jouait pas tout le temps en ligne sur les jeux vidéo. Le fait que le numérique est beaucoup avancé en France ces dernières années, que l'accessibilité aux jeux en ligne aussi a été rendue plus facile dans les foyers. Aujourd'hui, on a du numérique dans les écoles, on a du numérique dans à peu près toutes les maisons. On est connecté en permanence dans tout le service public ou autre. Donc l'outil du numérique est de mieux en mieux géré. Et on se retrouve avec des gamins aujourd'hui à 8-10 ans qui font des compétitions de Fortnite, entre autres, qui est le jeu phare de la jeunesse. Mais parce qu'en fait, il est extrêmement accessible tant de par l'outil que de par les tournois qui se passent en ligne dans sa chambre le temps d'un week-end quand il fait pas beau. Tout à fait entendable, là où avant les parents étaient peut-être un peu plus regardants parce que c'était nouveau et qu'il y avait une méconnaissance du système. Oh, point très complet. Également, tu as créé une association récemment qui répond à un besoin urgent. Est-ce que tu te sentirais de la présenter ? Bien sûr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 5 ans déjà que je milite chez Women in Games. On a fait plein de sujets comme l'incubateur pour pousser les joueuses et les accompagner dans une bulle sécurisée dans leur parcours e-sport. Aujourd'hui, on a eu plus de 30 joueuses qu'on a pu accompagner et on s'est vite rendu compte que elle commençait à rentrer dans une bulle soit avec des équipes 100% féminines, soit dans des équipes mixtes, mais que dans les faits, dans les événements, il n'y avait jamais de casteuses, ou alors c'est toujours les mêmes. On a Kayane dans le Versus Fighting, on a Laure Vallée en host sur League of Legends, mais passé ça, c'est toujours des crew casteurs 100% masculins. En tant que League Ops, moi je m'étais posé la question à l'époque, j'étais sur un jeu de tir qui s'appelle Rainbow Six Siege. Je connaissais des casteuses sur cette scène-là et j'avais un peu interrogé l'éditeur sur justement l'absence de mixité dans le cast. Et je m'étais très vite rendu compte qu'il y avait 2 points importants qui étaient souvent la méconnaissance des profils féminins. On ne savait pas les profils ou alors on niait leurs compétences. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun malheureusement dans notre industrie. Les femmes sont dans la tête de certains moins compétentes. Et donc, on ne les mettait jamais au devant de la scène sur des ligues officielles. Par contre, on leur laissait de la place dans les ligues communautaires. J'ai essayé aussi de faire avancer ça à travers Women in Games avec des collègues et en fait à chaque fois on avait le même mur. Les organisateurs nous expliquaient, alors les freins on peut en sortir plein, des bonnes excuses, mais concrètement c'est suite à une réunion qu'on a eu fait avec plusieurs députés où on faisait le tour un petit peu des scènes et des différentes places de la femme comme je le disais dans l'e-sport en règle générale en tant que joueur, coach, manager et casteuse. Et ils nous ont dit qu'ils avaient fait le tour avec des grands noms de l'industrie qui leur avaient dit qu'ils n'étaient pas fermés à être plus inclusifs dans le cast, mais il n'y avait juste pas de profil. Ça m'a un petit peu agacé un soir d'entendre toujours ce « il n'y a pas de profil ». Alors qu'on est bien d'accord, au moins 48% des gamers sont des gameuses. 51, on a même plus de joueuses que... Voilà. Sauf qu'à l'arrivée en e-sport, on est sur un chiffre beaucoup plus bas. On est de l'ordre de 6 ou 7% de pratique. C'est anecdotique, ça veut dire qu'on en perd quand même beaucoup dans la pratique. Mais en fait, ça ne m'étonne pas puisque sur les écrans, il y a majoritairement une présence masculine. Et donc, du coup, la fameuse excuse de « il n'y a pas de profil, on n'a pas le réseau, on n'a pas de ça », ça m'a fait me pencher sur cette question en me disant je vais monter une association qui s'appelle Our Voice, qui est une association qui a juste pour but d'être un outil
un outil de recensement. On fait un annuaire des casteuses. Et aujourd'hui, en fait, quand quelqu'un a envie de faire une scène, un événement officiel ou non, sur n'importe quel jeu, il nous contacte en disant voilà, je vais faire un événement sur Rocket League, il me faudrait des casteuses. Nous, on lance à chaque fois un formulaire. On mail aussi les jeunes femmes qui sont inscrites sur notre annuaire et on leur envoie après les profils qui ont répondu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire il n'y a pas d'endroit pour trouver des casteuses où elles n'existent pas. Parce que c'est bien le problème de notre industrie. Souvent, les femmes, elles ont des profils fantômes. On a eu des parcours, Alec, il a dû en croiser aussi à son époque, mais des joueuses, des coachs, des managers, des casteuses, bref, on peut faire la liste de plein de femmes dans l'e-sport qui n'ont pas de page Wikipédia, on n'a pas de traces de leur carrière. Donc c'est sûr qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de femmes en e-sport. Est-ce que, Alec, tu te sentirais de rebondir justement par rapport à ton rôle de talent manager ? Ce que je disais là en off, c'est que en gros, pour proposer des femmes, tu as beaucoup de P dans le micro, mais pour proposer des femmes, il faut aussi que la personne croit en la puissance des femmes. Et du coup, il faut que, si c'est un homme, le talent manager ou quoi, il faut que lui mette en avant les femmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il croit en la cause. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'égocentrisme encore dans l'e-sport et ça reste... moi, je veux pas mettre des femmes en avant, j'ai pas envie de me faire dépasser par des femmes. Donc, je vous donne un exemple. Il y a une fille qui s'appelle Célicat que j'ai mis en avant à eSpot. On a fait la première LAN Apex en fait au monde. Et je l'ai vue en stream, elle avait 30 viewers. Et j'ai poussé pour qu'on la prenne. Donc, on l'a fait venir de Marseille. Et elle a un talent fou. Elle avait 16 ans à l'époque. Et aujourd'hui, je la mets partout où je peux. Vraiment, je suis derrière elle parce que il faut qu'il y ait plus de femmes comme elle dans le milieu et elle est très jeune, donc elle a tout à construire. Donc c'est un peu le chemin de l'exemple pour les autres, quoi. En fait, comme tu dis, c'est pas un combat homme contre femme. Moi, toutes mes équipes sont mixtes. On a tout à gagner à la mixité et à la diversité dans nos équipes e-sport. Sauf que historiquement, il n'y a pas eu de mixité, il n'y a pas eu de diversité non plus. Et donc, en fait, quand on essaye d'impulser de la diversité et de la mixité, que ce soit avec Your Voice ou avec d'autres associations, il faut inévitablement laisser sa place et ça veut dire qu'il y aura moins de place pour les gens qui habituellement sont là. Et comme le disait Alex, c'est pas obligatoirement que les gens sont misogynes. La plupart du temps, c'est juste ils n'ont pas envie de laisser le copain. Sauf que à un moment donné, l'industrie elle se construit. On est, comme tu disais tout à l'heure, Bénédicte, dans un monde professionnel. On ne peut plus laisser en 2024 des écrans où il y a exclusivement un public masculin, en plus la plupart du temps blanc, qui ne représente absolument pas le public des gamers, parce que la majorité des gamers sont des gameuses, qu'il y a de tout genre et tout type d'origine qui jouent. Et donc, ne pas retrouver ça sur les écrans, je trouve ça maintenant scandaleux en 2024. Tout à fait. Et du coup, mi-naïve, je rebondis. Mais comment, du coup, ça s'organise dans cette industrie donc professionnelle? On parle de e-sport, donc on a des contraintes, on a des cadres réglementaires, législatifs. Aujourd'hui, alors, à minima en France, sur cette question, notamment de la parité, de la mixité, de la diversité, du coup, dans l'industrie, comment ça se gagne? Comment ça se passe? On a des comités Oh non. Qui fait quoi? Attends, ils ont créé un truc magique qui me fait un peu bondir. Mais on a ce qu'on appelle des étiquettes diversité et inclusion. On a ça sur tous les événements e-sport. Voilà. On a des personnes qui se sont mis spécialistes de diversité et inclusion. Avec Anna, on les croise sur plein de plateaux, qui n'y connaissent absolument rien, mais on les a collés là parce qu'il faut bien couvrir les copains. Et autant avant, ça passait parce qu'on n'était pas nombreuses et qu'on avait moins aussi de temps de parole comme aujourd'hui on nous le donne. Et donc, du coup, on pouvait moins dire, les gars, c'est honteux, ils disent n'importe quoi, en fait. Ces gens-là n'ont pas facilité l'accès. Alors, je dis pas tous, attention, il y en a qui ont bien fait leur travail, mais la majorité, soyons honnêtes, ils ont mal fait leur travail, sinon il y aurait plus de femmes dans les events français. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas plus. Il y a plein d'événements en France, on ne va pas citer pour ne pas faire de name dropping, mais il y en a plein de grands événements en France, ou encore sur les scènes, il y a exclusivement des casteurs. Dans les staffs admin tournois, il n'y a pas toujours des femmes dans les admins, alors pourtant il y a des joueuses, et que le fait de mettre des femmes, ça s'est vu sur des scènes, entre autres, on avait fait cette analyse-là une année avec Women in Games, on avait regardé les scènes où il y avait un admin homme et un admin femme, et les autres années, il n'y avait eu que des hommes. Les années où c'était mixte, il y a eu plus de joueuses qui sont inscrites, donc il y a un impact concret. C'est-à-dire que c'est pas juste l'e-sport n'attire pas les femmes, c'est que l'e-sport n'est peut-être pas encore une bulle suffisamment sûre pour qu'elles puissent pleinement pratiquer dans de bonnes conditions leur activité. Ce que tu viens de dire, c'est justement le sujet de pourquoi on fait des LAN féminines et pas des LAN mixtes, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de LAN féminines sur Valorant.
Et beaucoup d'hommes râlent sur les réseaux, mais nous, on n'a pas de tournoi, on n'a pas de tournoi. Mais en fait, alors de 1, parce que c'est très médiatique pour l'organisateur de l'événement, une LAN féminine, mais de 2, c'est pour aussi inclure les femmes dans le milieu, qu'elles kiffent et qu'elles se sentent en sécurité entre elles, parce que en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais une LAN mixte, une fille, elle se fait regarder, peu importe ce qu'elle fait, en fait, elle sera jamais réellement en sécurité pour l'instant. Donc c'est aussi aux admins de gérer ça. Après, c'est surtout que les LAN féminines, ça a permis de pallier un problème que les joueuses avaient dans le milieu, c'est que sur leur profil, elles avaient beau être très bonnes en termes de compétences in-game, être bonnes communicantes comme on disait tout à l'heure, il leur manquait à chaque fois la bulle expérience, c'est-à-dire qu'un joueur, homme ou femme, on peut être compétent chez soi, on peut très bien communiquer chez soi, mais quand on arrive sur une scène, quand on arrive sur un tournoi physique, on a plein de petites choses comme ça, de paramètres, d'inconfort, de matériel, de regard, et ainsi de suite, à prendre en compte. Et l'absence de LAN féminine faisait que les joueuses n'avaient jamais assez d'expérience pour pousser en tout cas les structures qui avaient peut-être l'envie, même si elles n'étaient pas nombreuses, soyons honnêtes, de faire le pas d'une équipe mixte, de prendre une joueuse, même si je note que cette année en France, on a eu en ligue officielle, c'est GameWard, il me semble, qui a fait la première équipe mixte. On est en 2024. Big up. Merci Bénédicte. Non mais vas-y, un élan de spontanéité et effectivement, mais il faut y aller plus fort. Ouais, non, mais désolé, mais oui, c'est vrai que c'est. Après, pour faire un peu méta, moi, je suis pas spécialiste du tout de l'environnement, de l'industrie du jeu vidéo ou du gaming, clairement. Davantage sur l'industrie, alors ça veut rien dire, mais je vais le dire quand même, de la tech, du numérique, donc ça veut rien dire, on est bien ok, mais en tout cas, les problématiques sont de toute façon globalement les mêmes. J'ai l'impression quand même que la bullet pain est un tout petit peu moins lourde quand même, depuis ce qu'on se dit depuis mercredi sur les tables. Quand même dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est quand même d'une sévérité absolument crasseuse. Là où dans le monde professionnel de la tech et du numérique, aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a beaucoup de communication. Tu parlais des pastilles et des visages d'INI. Oh là là, moi j'en croise aussi toute la journée énormément dans le cadre du boulot. On peut se le dire, on peut se le dire quand même. Oui, c'est marketing. C'est marketeur, c'est de la com et concret quand même derrière pour quand il s'agit d'y aller et de voir comment est-ce qu'on met en place des environnements accueillants pour les femmes dans les entreprises. Alors je parle de cet aspect de la chaîne de valeur qui est vraiment le crantage professionnel du boulot. C'est très très compliqué. Il y a un déficit, un défaut, et je vais peut-être aller plus loin, un défaut de prise de conscience, mais un défaut de pratique qui n'est pas un jugement et qu'on essaye du coup de porter avec Women and Girls in Tech et aussi de votre côté WIC, j'imagine, c'est accompagner cette professionnalisation justement pour pouvoir favoriser, mettre en place des environnements qui soient vraiment diversifiés et qui soient porteurs. En tout cas, le parallèle se fait assez facilement. Ça a l'air d'être bien compliqué dans l'industrie du jeu vidéo. Moi, je fais appel, je ne sais pas, à ces communautés, fédérations, d'ailleurs que ce soit dans la tech et que ce soit sur le e-sport, l'industrie du jeu vidéo. La problématique est là. Les solutions, elles sont multiples et variées, je crois. De toute façon, il n'y en a pas une de solution, il n'y a pas une recette. Mais je ne sais pas, donnons-nous la main et faisons quelque chose. Et professionnalisons du coup la diversité s'il faut y aller, quoi. Oui, et puis éduquons nos enfants. Et je pense que là, Nicolas peut prendre la parole sur ces points-là. Enfin, je vais te laisser parler de ton projet, mais il y a aussi tout un travail de fond à faire à l'école. Et le numérique peut être un bon point. Je te laisse développer, mais pour développer le vivant. Prends la balle, vas-y, c'est ton moment. Non, mais c'est très intéressant et c'est un sujet qui est complexe effectivement et cette question de la place des femmes de manière générale à la fois dans le milieu de la tech que je connais pas très bien ou dans le milieu du jeu vidéo ou de l'e-sport que je connais un petit peu mieux, c'est finalement lié à des obstacles qui sont multiples comme tu l'évoquais et qui s'ancrent finalement dès l'enfance. Moi, dans les différentes recherches que je peux mener avec notamment un de mes doctorants qui s'appelle Julien Borkowski, qui travaille sur les carrières de joueuses, ces travaux mettent assez vite en lumière que dès le plus jeune âge, dès l'enfance, ne serait-ce que dans l'accès aux jeux vidéo, les discours de l'entourage familial et amical sont souvent plus négatifs sur le jeu vidéo quand ce sont des petites filles que lorsque ce sont des petits garçons. Ce qui fait que les petites filles commencent le jeu vidéo plus tard. Quand il s'agit de faire de la compétition sur du jeu vidéo, là
aussi les discours sont plus négatifs dans l'entourage amical et familial, donc elles se mettent aussi à démarrer la compétition dans le jeu vidéo plus tard. Puis on sait aussi qu'à partir de l'adolescence, les filles et les jeunes femmes ont souvent moins de temps de loisirs que les garçons. Elles ont 44 minutes de temps de loisirs en moins par jour que les garçons, pour des raisons assez évidentes, à savoir de tâches domestiques qui leur incombent, qu'elles incorporent beaucoup plus tôt que les petits garçons. J'avais jamais eu cette. Donc, 5 heures semaine. Hein, ouais. Donc elles démarrent plus tard, les filles, le jeu vidéo, elles démarrent plus tard la compétition, et en plus elles ont moins de temps pour s'entraîner parce qu'elles ont moins de temps de loisirs. Il faut qu'elles fassent le ménage. C'est en tout cas dans les foyers, dans on va dire nos sociétés patriarcales modernes, occidentales, les tâches ménagères sont plutôt incorporées par les jeunes filles, quoi, par la gente féminine. Donc on arrive de manière générale avec des jeunes femmes qui ont connu de multiples obstacles, qui partent plus loin en fait, c'est comme si on faisait un 100 mètres et qu'elles partaient avec 15 mètres de plus, et qu'en plus on leur jetait des billes sur la piste pendant qu'elles courent, quoi, et qu'elles couraient en talons en plus. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Il faut rester féminine. Bref. Donc de ce constat-là, et bien évidemment il y a plein d'autres aspects qui ont été évoqués, la toxicité en ligne, le manque de modération, le manque de sanctions qui sont prises contre les personnes qui tiennent des propos discriminants, qui ont des comportements problématiques de manière générale. Donc tout ça mis bout à bout fait que les minorités de genre en général se sentent pas en sécurité dans cet écosystème-là. Effectivement, il y a des initiatives qui sont prises. Alors heureusement, il y a plein de réseaux d'entraide comme Women in Games et bien d'autres, bien évidemment, qui participent à mettre des actions mesurables en place qui permettent d'éveiller un petit peu on va dire, les consciences dans le secteur. Mais c'est aussi, comme le rappelait Pauline, aussi un outil de communication et marketing, et pas mal de pinkwashing, c'est une réalité. Donc de ce constat-là, moi il me paraît évident que alors je suis aussi le papa d'une petite fille de 7 ans, donc je me sens particulièrement concerné à titre personnel, mais il me paraît évident que le plus tôt est-ce qu'on pourra transmettre des bonnes pratiques, on pourra lutter contre ces problématiques et ces obstacles qui sont fondamentalement des obstacles sociaux, donc mieux ce sera. Et donc c'est là où je crois que tout le monde a le même accès, d'une certaine manière, même si bien évidemment c'est pas tout à fait vrai dans les faits, mais l'école, le milieu scolaire constitue un endroit où quelle que soit la classe sociale, quel que soit son genre, quel que soit je sais pas, ses revenus et ainsi de suite, on a accès plus ou moins au même contenu et aux mêmes pratiques et aux mêmes enseignements. Et donc c'est pour ça qu'avec une société qui s'appelle Arma Team, depuis maintenant 3-4 ans, on a, et avec l'Académie de Versailles, donc l'éducation nationale et donc le rectorat de l'Académie de Versailles, déployé des dispositifs d'ateliers d'e-sport dans des collèges donc, de l'Académie de Versailles. Au début, c'était 3 collèges pilotes. Donc l'objectif, là, c'est de la même manière qu'on fait des clubs d'échecs, qu'on fait des clubs de peinture, d'art plastique, des clubs de basket, de hand, de musique et ainsi de suite, c'est faire un club d'e-sport dans ces établissements scolaires. Donc sur des temps péri et parascolaires, on encadre la pratique avec des objectifs pédagogiques. Donc c'est toutes les semaines sur soit le temps méridien de la pause du déjeuner, soit après les cours. Et puis en fin d'année, il y a un tournoi inter-établissement et les objectifs clairement affichés sont à la fois de former les enseignants qui vont donc des enseignants volontaires dans ces établissements qui vont encadrer la pratique, mais aussi d'essayer de développer à la fois des compétences, des connaissances, des savoir-vivre, des savoir-être, des savoir-faire auprès de ces élèves, et notamment des jeunes filles dont l'objectif est particulièrement de favoriser la présence, en tout cas la conscience des élèves et donc plutôt des filles, que le monde des sciences, de ce qu'on appelle en anglais les STEM, sciences, techniques, ingénierie, mathématiques, leur est aussi dédié, qu'elles peuvent tout à fait s'orienter vers ces filières-là. Et donc il y a un objectif réellement de diversité dans ce projet-là, qui se traduit par le tournoi inter-établissement. Il y a une compétition qui est obligatoirement mixte, c'est-à-dire, quand je dis mixte, c'est-à-dire les équipes doivent être notamment sur Mario Kart ou sur FIFA, on fait des tournois garçons-filles, c'est-à-dire que c'est du 2 contre 2 et c'est obligatoirement un garçon et une fille, et on observe que à cet âge-là, en fait, finalement, c'est
c'est assez facile de mettre ça en place. Les garçons et les filles partagent tout à fait les mêmes passions. Très souvent, les filles en plus sont tout à fait aussi fortes que les garçons, parce que tous les garçons sont pas forcément bons aux jeux vidéo de manière générale. Il y a des filles qui sont très très fortes, et donc ça fonctionne plutôt bien, quoi. Donc après, l'objectif, c'est d'être en mesure de mesurer justement le réel impact que ça va avoir sur l'orientation professionnelle des jeunes filles. Donc c'est un projet qui aujourd'hui s'est déployé. Donc au début, c'était 3 établissements pilotes. Aujourd'hui, on est à 25 établissements. Ça s'inscrit dans un projet France 2030, donc qui est toujours porté avec l'Académie de Versailles. Et qui cette fois-ci se déploie pendant 5 années avec une évaluation. Donc là, mon labo de recherche, on évalue justement l'impact de ce dispositif. Alors pas que sur l'orientation professionnelle des jeunes filles, parce qu'il n'y a pas que ça, notamment sur les compétences numériques, les compétences à la fois cognitives et psychosociales des élèves, mais ça fait partie des objectifs. Génial. Du coup, jusqu'à 2030. Ouais. Ouais, non, mais donc du coup vous allez suivre en fait en réalité. Super. Ouais, clairement, ça l'idée, m'intéresse c'est beaucoup. Si un de ces quatre, on peut se faire un petit tour de piste là-dessus, c'est. Bien sûr. Enfin, Bénédicte, ce n'est pas le moment. Attendez, continuons. Non, mais oui, juste, on nous invitons aussi à suivre s'il y a un rapport. Est-ce qu'il y aura un rapport peut-être à mi-chemin? Nous, tous les ans, on fait. Il y a une journée de restitution pendant ces tournois inter-établissements. Donc là, le tournoi inter-établissement de cette année aura lieu vendredi prochain au CDFAS d'Aubonne, qui s'appelle Athletica, donc à Aubonne. C'est 850 élèves sur les 25 établissements qui vont venir, donc en présence en plus des élus de la région, des inspecteurs académiques, de certains parlementaires qui sont proches du groupe d'études jeux vidéo et e-sport au sein de l'Assemblée nationale. Et à chaque tournoi inter-établissement, nous au niveau de la recherche, on fait un temps de restitution de l'avancée des travaux de recherche sur le sujet auprès des enseignants, auprès des élèves et ainsi de suite. Donc vous êtes bien évidemment toutes et tous les bienvenus pour assister à cet événement. Rendez-vous est pris, j'ai l'impression. Est-ce que tu aurais également des études qui pourraient démontrer, ou montrer plutôt, l'impact que peut avoir l'e-sport sur la santé physique et mentale auprès des jeunes, et même des plus adultes? Alors, la recherche sur le jeu vidéo, elle n'est pas récente, elle a émergé principalement au début des années 70, tout d'abord pour répondre un peu aux inquiétudes des pouvoirs publics et des parents concernant notamment le contenu violent de certains jeux. Donc pendant une grosse vingtaine d'années, c'est principalement les champs des sciences de la psyché, donc psychologie, psychiatrie et psychanalyse qui sont beaucoup penchés sur la question, et principalement sur les risques potentiels du jeu vidéo. Parmi ces risques, donc j'évoquais le contenu violent des jeux, l'addiction, ou en tout cas la pratique compulsive, ou encore la sédentarité ou l'inactivité physique, ou des choses comme ça. Puis au tournant des années 2000, au début des années 2000, il y a eu un genre de jeu qui a été pas mal, qui s'est pas mal développé. C'est ce qu'on appelle les serious games, donc les jeux sérieux, dont on louait énormément potentiellement les intérêts pédagogiques, à savoir on apprend en jouant, ce qui peut potentiellement être un postulat de base assez intéressant, et sur lequel donc pendant on va dire une dizaine d'années, la recherche a essayé de montrer quels étaient les effets bénéfiques du jeu vidéo, mais finalement alors d'autres champs disciplinaires s'y sont intéressés, notamment les sciences sociales, et puis bien évidemment les sciences de la vie, physio et ainsi de suite, bioméca. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que peut-être ces serious games, c'était peut-être pas les outils les plus adaptés, que finalement jouer à un jeu vidéo qui était pensé juste pour être un jeu vidéo pouvait avoir des apports bénéfiques qui étaient potentiellement bien supérieurs à un jeu vidéo qui avait été pensé pour développer des compétences. Donc pour le dire plus simplement, des fois mieux vaut jouer au jeu Mario, à Super Mario, qu'à Dr Kawashima. Et j'ai rien contre Dr Kawashima, hein, c'est super, mais ce que je veux dire, ça a été pensé pour développer des compétences cognitives, alors qu'en fait on développe les mêmes avec Mario, et peut-être de manière plus stable, plus durable, parce qu'en même temps on est dans des jeux vidéo d'action dans lesquels on fait bouger son corps, et on sait que dans la littérature scientifique que le fait de, on va dire, penser en bougeant a cette tendance à avoir des effets beaucoup plus bénéfiques sur l'amélioration des compétences cognitives, et notamment de manière plus durable. Et donc la recherche sur le jeu vidéo, donc elle s'est déployée en même temps que le jeu vidéo s'est déployé, et donc en même temps que la pratique compétitive du jeu vidéo, donc l'e-sport s'est développé. Il y a eu des premiers chercheurs qui sont intéressés à l'e-sport. Donc dans un premier temps, on va dire plutôt pour
observer, essayer de décrire ce qui s'y passait. Et puis petit à petit, on a essayé d'identifier les problématiques et les enjeux auxquels était confronté le secteur et qui sont multiples. Et donc la question de la santé en fait partie, la santé des joueurs. Et donc cette santé, on va dire, moi quand je parle de santé, je parle de la santé à la fois dans sa dimension physique, sa dimension psychologique, mais aussi sa dimension sociale. Et donc on a eu, on va dire, ce qui a lancé les premières études sur la santé des joueurs, c'est des témoignages de joueurs qui évoquaient le fait d'être en mauvaise santé. Donc des joueurs qui étaient obligés de mettre une pause à leur carrière parce qu'ils avaient des troubles musculo-squelettiques, donc des problèmes au niveau des articulations, des membres supérieurs, des troubles posturaux, donc des problèmes au niveau de la ceinture scapulaire, des cervicales, des muscles du dos et ainsi de suite, mais aussi des troubles visuels, des troubles auditifs, des problèmes au niveau plutôt psychologique, troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil, anxiété, troubles dépressifs et ainsi de suite, et puis des problèmes au niveau plus sociaux, on va dire mal du pays, mal d'être éloigné de chez soi, d'être éloigné de sa famille et de ses amis. Donc la première idée, c'était de dresser un constat. Est-ce que tu serais en train de nous dire que finalement, il y a toute une partie du coup des corps, des métiers du médical, de la santé et du paramédical qui s'est complètement aussi structuré, organisé. Et du coup, j'imagine, pour répondre à ces troubles. C'est bien de me remettre dans le droit chemin parce que je m'éloignais. Oui, effectivement. Donc, pour répondre à ces problématiques, dans un premier temps, il a fallu dresser une forme d'épidémiologie, on va dire, des problèmes de santé auxquels étaient confrontés les joueurs de très haut niveau et les joueurs réguliers de jeux vidéo, et donc de fait se sont développés des métiers pour encadrer la pratique. Alors pour la plupart c'est des métiers qui existent déjà, à savoir des médecins, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, ça va être des préparateurs physiques, des psychologues de la performance, des psychologues de la santé, des dentistes, bref plein de corps de métiers comme ça qui ont diversifié les publics auprès desquels ils intervenaient, qui généralement intervenaient plutôt dans le milieu du sport et de la performance, du milieu entrepreneurial, voire de la musique pour les musiciens professionnels, et qui se sont petit à petit réorientés, ou en tout cas qui ont proposé leurs services à des joueurs professionnels, ou en tout cas des joueurs de très haut niveau. Et aujourd'hui, il est de moins en moins rare, même si c'est pas totalement, on va dire, déployé dans toutes les équipes, mais il est de moins en moins rare au niveau professionnel que les équipes et les clubs se dotent d'un staff médical et paramédical, avec généralement un directeur ou une directrice de la performance et de la santé qui va encadrer toute l'optimisation de la performance et le bien-être et la qualité de vie au travail des joueurs et des joueuses, même si c'est pas des termes qu'on utilise encore beaucoup, conditions de travail ou qualité de vie au travail dans l'e-sport, c'est pas des termes qu'on utilise beaucoup, mais finalement ça revient à ça. Et donc oui, c'est plein de nouveaux métiers c'est plein de métiers déjà existants qui sont en train de se réorienter vers le champ de l'e-sport finalement. Et du coup, j'imagine que c'est comme toi, il n'y a pas une réponse, c'est sûr, mais est-ce que de ton point de vue de professionnel, avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a vraiment il y a des trucs à pas faire, est-ce que voilà, conseils? Alors en fait, peut-être la première chose à bien prendre en considération, c'est que pour ces joueurs et ces joueuses, leur corps, c'est leur outil de travail. Déjà, il y a une vraie prise de conscience, c'est que pendant de nombreuses années, on a surtout pensé que pour pouvoir performer dans le jeu vidéo, il fallait beaucoup jouer, et on a tendance à avoir omis que l'outil de la performance, c'était le corps. Et donc ce corps, pour pouvoir performer à la fois dans ses dimensions physiques et cognitives, il a besoin d'oxygène, et c'est sa nourriture au cerveau et à ce corps, et donc l'oxygénation du corps, elle passe par le fait de bouger. Effectivement, la pratique du jeu vidéo, c'est une pratique qui est fondamentalement sédentaire, qui se pratique assis dans la plupart des jeux, même s'il y a des contre-exemples bien évidemment, mais ce que l'on sait de la littérature, c'est que bouger avant, et de manière générale avoir une hygiène de vie qui est la meilleure, c'est toujours bénéfique, mais bouger avant de jouer, c'est toujours une bonne chose. Échauffer les différentes articulations et chaînes musculaires qui vont être sollicitées dans la pratique va
être forcément bénéfique pour éviter tous les troubles musculo-squelettiques, que cette oxygénation et la nourriture dont a besoin le corps, c'est lié aussi à des nutriments, et qu'avoir une nutrition qui soit la plus adaptée possible, pas forcément que saine, parce que je comprends bien que c'est pas toujours évident de faire des sacrifices sur la bonne bouffe et ainsi de suite, je le conçois tout à fait, mais par contre, clairement, quand on fait des parties et qu'on participe à des tournois qui vont durer 3 jours et on va jouer de 9h30 jusqu'à 23h, on sait qu'on va avoir besoin de sucre lent, qu'il va falloir être concentré sur des temps qui sont particulièrement longs, et que tout ce qui va être sucre rapide, voire boissons énergisantes ou des choses comme ça va donner des gros hits à certains moments, mais que la contrepartie, c'est une hypoglycémie derrière qui va avoir un impact sur la performance. Le sommeil fait également partie des éléments qui sont extrêmement importants, donc avoir entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, si possible, avoir un rythme de sommeil qui soit régulier. Alors les joueurs s'entraînent tard, les compétitions sont tardives, donc adapter aussi son rythme chronobiologique, son rythme circadien par rapport à ça. Ça veut dire, je dis pas qu'il faut forcément se coucher tôt, mais par contre il faut que ce soit un rythme qui soit régulier, c'est-à-dire que si on a l'habitude de se coucher à 2h et qu'il faut dormir à 8h, on se lève à 10h, mais que ça soit régulier, qu'une heure avant d'aller au lit, on évite tout ce qui va être écran pour avoir un sommeil qui soit le plus apaisé. Et après on a plein d'outils en termes d'imagerie mentale, en termes de respiration, de méditation, qui peuvent aussi faciliter finalement le bien-être de tous ces joueurs et de toutes ces joueuses. Mais de manière générale, c'est l'excès qui va être très néfaste. Alors il y a des périodes où on peut être dans l'excès parce qu'on approche de grandes compétitions internationales et des échéances qui sont nécessaires, mais ce qu'on observe, c'est que avoir un rythme de vie équilibré entre son travail, ses amis, sa famille, des temps de loisirs et ainsi de suite participe aussi finalement à un bien-être qui va impacter la performance des joueurs et des joueuses. Tu soulèves justement pour moi beaucoup de similitudes avec le sport, le sport tout court. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être revenir sur la différence entre le sport et l'e-sport? Alors, il y a énormément de similitudes comme on l'évoquait, mais je pense que la différence principale, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pauline, c'est que le sport, pardon, je parle trop près, le sport, c'est une pratique publique, dans le sens où ça n'appartient à personne et en même temps ça appartient à tout le monde, là où l'e-sport se pratique sur des jeux vidéo qui sont des propriétés intellectuelles qui appartiennent à des éditeurs de jeux. Donc souvent, c'est là où, alors moi-même je viens du mouvement sportif, mais je pense que le cadre sportif dans ce cas-là n'est pas un bon prisme d'analyse, c'est plutôt celui des industries créatives et culturelles comme la musique ou le cinéma qui sont beaucoup plus parlantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un artiste ou une artiste fait une chanson, c'est sa propriété intellectuelle, ça lui appartient à elle et à son label. Et donc, bien évidemment, je ne peux pas utiliser, moi, sa musique n'importe comment. Et de la même manière que si j'ai envie de diffuser un film à mes étudiants et de faire payer l'entrée à mes étudiants, je ne serais pas étonné que la boîte de prod qu'il y a derrière m'envoie un mail et me dise attendez, vous êtes en train d'utiliser notre propriété intellectuelle, ça ne vous appartient pas. Et donc, vous ne pouvez pas le faire de cette manière-là. Avec le jeu vidéo, avec l'e-sport, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux organiser un tournoi sur n'importe quel jeu, eh bien, c'est des développeurs de jeux qui ont investi à la fois des ressources économiques, mais aussi des ressources humaines, c'est du talent et c'est des compétences qui ont été développées pendant des années et des années par des designers, des game designers, des game développeurs et ainsi de suite. C'est leur expertise et que je ne peux pas l'utiliser n'importe comment et détourner leur propriété intellectuelle pour en faire n'importe quoi. Donc c'est à mon sens la principale différence, on va dire, entre les deux pratiques, là où après on peut retrouver énormément de similitudes, parce qu'aujourd'hui même dans le sport tout est hyper technologisé, même dans la course à pied les chaussures sont hyper technologisées et ainsi de suite. On a des sports qui nécessitent finalement assez peu de dépenses énergétiques, mais dans lesquels on va retrouver des compétences motrices assez proches de celles de l'e-sport, que ce soit le tir au pistolet, le curling ou le golf, ainsi de suite. Donc après il y a énormément de liens à faire entre les deux, mais fondamentalement cette présence de l'éditeur, ce bien privé et cette propriété intellectuelle finalement fait qu'on se rapproche plus des industries créatives et culturelles que du sport. Après, dans les deux côtés, il y a des athlètes avant tout. C'est la passerelle entre les deux. On est face à des personnes qui sont des athlètes avant tout. On compare aussi souvent au sport automobile.
parce que effectivement dans le sport automobile ils pratiquent assis dans une voiture, c'est-à-dire que physiquement eux ne bougent pas, c'est le véhicule qui bouge. Là c'est un peu pareil en fait dans l'e-sport, comme il disait, il y a toute une hygiène de vie à mettre en place et à respecter. Ça c'est quelque chose à mon avis à l'époque d'Alec qui n'existait pas spécialement, qu'on s'est rendu compte avec les premières études effectivement, les premières dérives aussi, mais aujourd'hui si on prend les grands clubs e-sport qu'on a en France, et on en a de très beaux clubs e-sport, on n'en a pas parlé mais on n'a pas trop le temps non plus, mais on pense à Vitality, Gentlemate, Carmine Corp, voilà, ce genre de clubs là, quand ils accompagnent leurs athlètes, ils ont, parce qu'on appelle ça des athlètes, ils ont tout un parcours autour, c'est pas juste, comme disait Alec, on leur demande pas de jouer amuse-toi, rapporte-moi des trophées, il y a toute une prise en compte globale qu'il n'y avait pas avant. Et c'est la passerelle principale maintenant qu'il y a entre le sport et l'e-sport, et c'est souvent, c'est-à-dire que là, bon, il y a un intérêt en ce moment marketing avec les JO effectivement, donc il y en a plein qui font la passerelle, mais il y a réellement aussi un intérêt, comme il le disait, de par les professionnels qui sont impliqués et aussi de par la structure. Aujourd'hui, on n'est plus regardant sur qui encadre les athlètes e-sportifs, alors qu'avant, n'importe qui pouvait être coach e-sport tant qu'il connaissait le jeu, quoi. Et Bénédicte, j'ai l'impression que ça répondrait pas à notre question finalement de table ronde. Est-ce que le jeu vidéo est un métier ? Écoute, en tout cas, moi ce que j'entends là, depuis qu'on se parle tout à l'heure, c'est que, bon déjà il y a un gap, hein, c'est comme une industrie qui est quand même hyper dynamique, parce qu'on voit qu'en 15-20 ans, t'en témoignes, du coup, bam, il s'est passé des choses de dingue, on est arrivé dans un nouvel univers, celui de la professionnalisation, complètement. Comme toute profession, elle se structure, elle s'organise, elle ne le fait pas seule, je tiens à le préciser, encore une fois, des assos pleins, par milliers, par centaines, peut-être pas par milliers, mais par centaines qui sont présentes sur les territoires pour accompagner cette structuration. Renforcer là où il y a des défauts, il y a des manques, comme toujours, et c'est bien normal, aucun système n'est parfait. Là, c'est les balbutiements, mais j'ai quand même l'impression qu'il se passe un peu des choses bien. Moi, je suis hyper contente de tout ce qu'on vient d'entendre. Encore une fois, je refais le parallèle plus global avec les métiers de la tech. On est globalement sur des états des lieux similaires. Globalement sur des partages de constats, notamment sur les fractures, en tout cas genre diversité. Sur la dimension athlétique, c'est un autre sujet, mais j'imagine que de ton côté, tu dois pouvoir aussi révéler 2-3 petites choses concernant les apnées dans les terminaux, dans le back-end. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vais passer le micro évidemment à Anna qui fera une clôture de table vachement meilleure que la mienne parce qu'elle a plus l'habitude. Mais je voulais vous remercier. Et peut-être avant, je vais repasser le micro à Anna. Et avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à nous faire part de vos actus à venir. Pardon. À toi, Anna. Non, faites part de vos actus et après je viens clôturer tout ça. Pauline, à toi l'honneur. Les actus, écoutez, en ce moment Our Voice est pas mal sollicité sur des scènes. On a beaucoup de demandes en versus fighting, sur des jeux de voitures et également sur League of Legends. On a accompagné l'Equal eSport Cup, qui est la première ligue féminine sur League of Legends, pour la recherche de casteuses. On est très contente de leur offrir du coup un studio. Donc le prochain de qualification, les casteuses vont être en studio. Donc c'était ma petite première victoire là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on a un site internet, on a un Twitter, sur nos réseaux sociaux, vous inscrire si vous êtes organisateur, on a un volet organisateur et un volet casteuse. Franchement, amatrice, semi-pro, professionnel, on prend tout le monde, et si vous avez besoin de conseils pour évoluer en tant que femme, on est là pour vous accompagner dans votre démarche et dans votre parcours de cast, donc n'hésitez pas. Moi, l'actu dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir vendredi prochain, 31 mai, à Aubonne, chez Athletica, donc le CDFAS d'Aubonne, 850 élèves de 25 établissements de l'Académie de Versailles qui viennent s'affronter pour faire gagner leur collège ou leur lycée dans 5 tournois. Donc il y aura du Trackmania, du Mario Kart, du League of Legends et bien d'autres que j'oublie. Et voilà, et on continue à évaluer ce dispositif pour essayer de voir quel peut être l'impact de ces ateliers sur les compétences psychosociales, cognitives, du numérique, le climat de vie scolaire, l'orientation professionnelle des jeunes filles et ainsi de suite. Voilà, 31 mai à Aubonne. Et moi, un peu tout en fait. Vu que j'organise des événements, là j'ai rejoint un groupe de personnes assez particulières où on va faire une levée de fonds pour donner un coup de pied au cul à tous ceux qui font de l'événementiel en France. Voilà. Donc on veut faire des effets waouh et on estime qu'en France il n'y a pas de vrai effet waouh en compétition. Donc on va essayer de créer cet effet waouh pour les spectateurs et les joueurs. Merci à nos invités, merci Pauline, merci Nicolas, merci Alec.
Je vais en profiter pour remercier tout au long le public, les modérateurs qui ont été avec nous, la team WIG, Marie-Lou si tu m'entends, big up, Victoria également, et puis Bénédicte, je vais te laisser remercier également la team Woogie. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être vous applaudir à la fin parce qu'on arrive donc à la fin de cette semaine de cycle de conférences. Et pour vous, c'est aussi une fin, je crois, assez forte en émotion. Donc merci encore et merci à Vivatech et merci à toi, Bénédicte. Je te remercie, Anna. Merci à la team Wogitech. À la tech, Bakou, qu'on remercie très très fort pour son super boulot. Et à nos côtés pour toute la programmation, toutes les heures de coordination, toutes les heures de réunion, de brainstorming et de fond en bouquet fleuri. Un grand merci à Éric Thienot, Noémie Grandcoin, Marine Guédard, Sandrine Delage, Bruno Lamourou, Marie Joigny. Éric, je l'ai dit, Éric Thienot. Et moi? Ah oui, merci à moi-même. Et merci Bénédicte. Merci à myself. Merci beaucoup. Ouais, tu disais un peu spécial, oui, parce qu'une partie de la team Women and Girls in Tech va respectivement sur de nouvelles aventures. On est toujours là, Woggy. Voilà, on va faire ça un peu avec d'autres visages, ceux qui sont déjà là, qui vont continuer, bien évidemment. Je voulais effectivement t'adresser à toi, à WIG, au global. Un grand merci pour la qualité du boulot qui a été fourni. Je trouve que c'était top. Moi, je suis hyper contente d'avoir partagé cette édition Vivatech 2024 avec vous. La première chose, c'est le commun sur les valeurs, les modes opératoires et le regard qu'on porte sur la dimension écosystémique, la coalition et la stratégie des alliés. C'est important. On partage ça et je trouve ça super chouette. Je suis hyper contente, moi, de m'être un peu immergée dans cet univers de l'industrie du jeu vidéo que je connaissais clairement pas hyper bien, à part de ma petite fenêtre. Donc merci pour cette fenêtre ouverte qui était hyper intéressante. Et merci à toute la team WIG et puis merci à toi, facilitatrice de qualité et qui m'a embarqué à tes côtés. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et bravo. À vous les studios.